de L'Orange Web France, je suis responsable des opérations et je suis avec Tanguy qui est juste à côté de moi. On est ravis de vous avoir pour ce premier webinaire qui est le premier d'une longue série. En 2 mots, L'Orange Web France, c'est l'accélérateur business d'Orange et nous recrutons actuellement notre 7e saison de start-up. Donc vous pouvez avoir plus de renseignements sur notre site internet orangewebfrance.fr et on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Je laisse la parole à Tanguy. Au revoir. Bonjour tout le monde, merci Caroline pour cette introduction. Donc effectivement, pour me présenter en 2 minutes, je suis Tanguy Talon, je suis le fondateur de Being Business Accelerator, qui est une société dédiée à l'accompagnement pour aider les jeunes entreprises à structurer leur démarche commerciale B2B. Et dans ce cadre-là, je suis mentor chez Orange Fab France, donc j'accompagne les startups de l'accélérateur. Et du coup, ensemble, nous avons décidé de lancer le premier webinaire, effectivement, d'une série, et la thématique évidemment de celui-là va être dédiée à l'expertise sur laquelle je travaille, à savoir le développement commercial B2B. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, ça va être 4 briques qui vont vous permettre d'organiser, de structurer votre développement commercial B2B. Alors, en préambule, je pense que la présentation risque d'être un petit peu dense. On a volontairement voulu balayer un spectre assez large. Du coup, 2 choses. Première chose, vous pouvez télécharger l'intégralité de cette présentation sur Webikio pour la suivre en parallèle et la retrouver après coup. Et en plus, il y aura un replay qui sera visible de ce webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ces 4 briques, il y a un point que j'aime bien rappeler, c'est qu'une startup, c'est une entreprise comme une autre, et du coup elle est soumise à une règle universelle, à savoir générer des bénéfices. On sait que l'écosystème peut permettre de s'en affranchir, notamment au démarrage, grâce par exemple à des levées de fonds, mais un jour ou l'autre, il va falloir arriver à démontrer qu'on sait générer des bénéfices. Et pour ça, il y a deux grandes stratégies de distribution qui s'offrent à vous. Alors ce schéma, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est issu du livre Zero to One de Peter Thiel, qui est un des cofondateurs de PayPal, premiers investisseurs de Facebook. Et on voit du coup qu'il y a effectivement deux grandes stratégies qui se dessinent, soit une stratégie de volume, c'est-à-dire qu'on va avoir un panier moyen pour son offre de produits, de services, qui va être à quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Et là, on va plutôt être sur un processus automatisé, assez standardisé, avec une approche qui tient plutôt à du marketing. Et de l'autre côté, on voit que se dessine une approche où on va avoir un panier moyen pour le coup élevé, au-dessus de 10 000 euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, où là, on va retrouver une stratégie beaucoup plus sur mesure, avec une logique de one-to-one qui va être importante. Et c'est une petite question, d'ailleurs, pour rapidement voir comment est-ce qu'on se positionne sur ces stratégies-là, c'est de vous demander à chacun comment est-ce que vous imaginez atteindre votre premier million de chiffre d'affaires. Et on voit assez vite, hein, soit on va partir sur une logique à 100 000 clients à 10 euros, à l'extrême inverse, on va avoir des clients à 100 000 euros, et on voit bien que se dessinent ces deux grands axes de stratégie. Et nous, aujourd'hui, sur ce webinaire, on va parler de notre stratégie de prix, à savoir effectivement une logique de vente avec un panier moyen élevé, qui va s'adresser du coup en très grande majorité à des entreprises, au B2B, et qui nécessite une part de sur-mesure. Une petite parenthèse à ce stade, les deux stratégies peuvent très bien se gérer de façon complémentaire. C'est même quelque chose que je recommande à des startups qui vont être B2C, d'imaginer leur canal de vente B2B et de voir, sans dénaturer leur business model, comment ajouter un nouveau canal de distribution à leur acquisition de chiffre d'affaires. Donc, si nous rentrons un peu plus dans le détail de nos fameuses 4 briques, la première à savoir, c'est son offre. Et en effet, il y a un point qui est important pour démarrer. Il faut, pour vendre votre produit, votre service, il va falloir avoir une histoire à raconter. Une histoire qui va donner envie, du coup, d'acheter votre produit, votre service. Et cette histoire, elle va véhiculer 2 types d'éléments. Des éléments à la fois assez factuels, une fonctionnalité, des prix, une méthodologie, etc. Mais aussi des éléments intangibles, comme une tonalité, de la mise en forme, une qualité graphique, qui vont dénoter aussi de comment est-ce que vous travaillez et quelle pourrait être la collaboration avec vous. Si on rentre dans le fond de son histoire, comment construire, comment organiser son histoire, il y a une approche que je recommande, alors sûrement beaucoup d'entre vous la connaissent,
Si c'est le cas, je vais renfoncer le clou. Pour ceux qui ne la connaissent pas, donc on parle de l'approche des Golden Circle de Simon Sinek, à savoir le why au what. Il y a une vidéo TED qui est très bien faite et qui présente très bien son approche en une dizaine de minutes. Mais du coup, pour vous la présenter très rapidement, le point et le propos de Simon Sinek est de dire qu'un discours qui va être efficace, un discours qui va être inspirant, c'est un discours qui se construit de la façon suivante, à savoir de commencer par son why, en l'occurrence notre vision, notre ambition. Et le why, c'est pas faire de l'argent, ça c'est une finalité, c'est vraiment qu'est-ce qui vous fait lever le matin. Ensuite, votre how, c'est comment est-ce que vous allez dérouler votre proposition de valeur et qu'est-ce qui fait que vous allez être différent de votre concurrence. Et enfin le what, et là on rentre dans le détail concret de sa solution. Et pourquoi est-ce qu'il insiste sur ce modèle-là why au what? C'est qu'il y a un travers assez naturel qui est au fait de faire l'inverse, à savoir de commencer par son what, quand on présente sa structure, sa solution, son produit, son entreprise. Et c'est vrai qu'il y a un côté rassurant. Ça fait un an que vous travaillez sur votre R&D, vous avez développé plein de fonctionnalités. Ça va être rassurant de détailler finalement tout ce que vous pouvez proposer. Le risque majeur, si vous rentrez par votre what, ça va être d'enfermer trop rapidement votre interlocuteur sur des sujets beaucoup trop opérationnels. Je vais vous donner un exemple pour illustrer un peu ce propos. Imaginez que vous êtes une solution qui va permettre de sonder l'état d'esprit des collaborateurs dans une entreprise grâce à un questionnaire hebdomadaire. Très bien, si vous commencez par votre what, votre présentation, votre pitch risque de ressembler un petit peu à ça. Vous allez arriver en disant bonjour, nous sommes People Test, une solution qui permet de poser 5 questions par semaine à tous vos collaborateurs. Nous avons un algorithme intelligent qui va permettre d'analyser les premières réponses, de proposer des questions sur mesure à chacun de vos collaborateurs par la suite, un tableau de bord qui pour vous, management, va vous permettre de suivre en temps réel les réponses, etc. etc. Si vous rentrez comme ça sur le détail de votre solution, vous risquez d'avoir énormément d'objections beaucoup trop opérationnelles à un stade plutôt de démarrage d'une présentation. À savoir que la personne va commencer à vous dire, mais alors attendez, les questions, est-ce que je peux les maîtriser? Si jamais il y a des questions qui ne collent pas exactement à ce que j'aimerais faire, est-ce que je peux les changer par exemple? Et comment est-ce que vous allez les poser? Parce que nous, par mail, on a déjà saturé tous nos collaborateurs. Et est-ce que ça s'interfère avec mon internet, intranet, etc. etc. Et là, vous allez devoir ramer, entre guillemets, ou rétro-pédaler pour prendre du recul, faire dire à votre interlocuteur, écoutez, ça va être un très bon problème de nous connecter à votre intranet, mais j'aimerais déjà savoir si on est en phase sur notre vision, sur notre proposition, etc. À l'inverse, si vous commencez par votre why, votre présentation pourrait ressembler un petit peu plus à ça. À savoir, donc bonjour, nous chez People Test, apparemment ça sature un petit peu quand je bouge trop, je vais essayer de bouger un petit peu moins. Chez People Test, notre objectif, c'est d'améliorer votre culture d'entreprise. Et pourquoi ça? Parce qu'on a envie de vous faire gagner en efficacité, on a envie de vous aider à réduire votre turnover, on a envie de vous aider à augmenter votre attractivité. Et pourquoi la culture d'entreprise pour nous est importante? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas les seuls à le dire, il y a plein d'études qui vont dire que 78% des cadres trouvent que c'est un élément fondamental. Or, 73% de ces mêmes cadres ne se considèrent pas épanouis et ne trouvent pas de culture d'entreprise à la hauteur de leurs attentes. Du coup, il y a un vrai gap aujourd'hui entre la réalité et les attentes, et c'est pour ça qu'on a créé People Test, pour vous aider à mieux comprendre de façon beaucoup plus fine l'état d'esprit de vos collaborateurs, et du coup, vous aider à répondre de façon plus efficace à leurs attentes et à améliorer votre culture d'entreprise. Voilà, à ce stade, je n'ai pas parlé des 5 questions, je n'ai pas parlé de comment on allait les dérouler, mais du coup, en partageant ma vision, j'ai beaucoup plus de chances d'obtenir l'adhésion de mon interlocuteur. Et suite à ça, je pourrais ensuite, on le verra sur la suite de cette présentation, dérouler le reste de ma présentation. Donc voilà un peu cet enjeu de la présentation sur du why, how et what. Alors apparemment, il y a un petit problème de bande passante. Je vais essayer de voir s'il y a des applications à fermer sur l'ordinateur. Il se trouve que ce n'est pas mon ordinateur, du coup, je ne maîtrise pas toutes les options là-dessus. Mais non, je crois que tout est OK. C'est la connexion Internet qui est comme ça. On va essayer de continuer sur ce rythme-là. Pour revenir du coup sur la structure et sur le fond de notre discours commercial, donc on a vu que c'était important de commencer par notre why, dérouler notre how, parler du what, et ensuite par rapport à ce modèle-là, moi il y a 2 éléments que j'aime rajouter, à savoir les éléments de preuve et la projection. Quand on parle d'éléments de preuve, ça va être tous les éléments
convaincants qui vont rassurer votre client, qui vont démontrer que votre solution elle est réelle, elle est efficace. Ça va être typiquement un slide qui présente tous les partenaires qui vous font déjà confiance. Si vous êtes une startup, donc ça peut être tous vos clients. Si vous êtes une startup, ça va être en l'occurrence plutôt des partenaires type Orange, ça peut être la BPI, etc. Ça peut être le nombre de projets déjà réalisés là, dans le cadre d'un people test. Ça va être par exemple le nombre de questions auxquelles vous avez déjà répondu, le nombre de collaborateurs que vous avez déjà suivis, ça peut être des case studies, etc. Et pour conclure votre discours et votre présentation, moi je recommande d'avoir un slide sur la projection et les next steps. À savoir, à partir de maintenant, de ce premier rendez-vous, qu'est-ce qui va se passer jusqu'au moment où on va lancer notre solution ensemble? Quelles vont être les prochaines étapes? Et ça va vous aider à poser un next step et à embarquer votre interlocuteur dans l'histoire plutôt que de repartir sur une conclusion qui serait que votre interlocuteur vous dise écoutez c'est très intéressant, j'en parle en interne, on a un comité d'innovation et on revient vers vous quand on a un retour. A l'inverse, si vous posez les next steps, vous allez réussir à les embarquer sur des actions plus concrètes par la suite. Donc on a bien en résumé notre structure de discours qui se construit sur, on commence par sa vision, on explique comment on va la réaliser, on rentre dans le détail de sa solution qu'une fois qu'on a fait les premiers steps, on réouvre sur tous les éléments convaincants qui vont rassurer l'interlocuteur, et enfin, on conclut par les next steps et la projection. En termes de forme, très rapidement, ce que je recommande, moi, c'est que ce soit un document type slides, on parle de 10 à 20 slides. Petite remarque, ayez un document facile, en tout cas un support facile à modifier. Donc évitez l'Illustrator, le InDesign, ces types d'outils-là. La petite anecdote que je donne à chaque fois, c'est qu'il faut que vous soyez capable, dans le hall d'accueil d'un client, si vous voyez une grande bannière avec 3 mots-clés sur la culture d'entreprise qui sont déployés, vous devez pouvoir ouvrir votre ordinateur, changer en 2 secondes votre présentation PowerPoint ou Keynote juste avant de la dérouler. Et bien sûr, ce document, ce sales deck, vous allez l'adapter en fonction de plein de cas d'usage. Par exemple, vous pouvez avoir la version orale que vous allez dérouler en présentation, la version à lire que vous avez renvoyée à votre client derrière, et puis pourquoi pas des versions sectorielles en fonction des typologies de clients que vous pouvez avoir ou autres en fonction de votre activité. Donc voilà sur la partie off, sur votre histoire, sur comment quelques guidelines pour construire son histoire. Le deuxième point dans sa démarche commerciale B2B, ça va être la vision. Concernant la vision, pour moi, c'est un point qui est essentiel parce qu'il est souvent un peu sous-estimé, c'est un peu le parent pauvre qui est oublié dans ces 4 éléments. Pour autant, je trouve que c'est fondamental de donner du sens à sa démarche commerciale. D'autant plus que dans une approche B2B, on est dans une approche qui est assez qualitative. Donc on va pas être sur du volume à tout prix, on va être sur quelque chose qui est plus qualitatif et d'où l'importance de donner du sens à sa démarche. Et donner du sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire imaginer un plan d'action, et un plan d'action, c'est à la fois des objectifs et des engagements de moyens. Ça, c'est la métaphore du sport qui fonctionne souvent très bien sur l'univers commercial, mais bref, je vais la dérouler pour illustrer un peu ce propos des objectifs et des engagements de moyens. Imaginez que vous voulez vous remettre au sport. C'est votre résolution du 1er janvier, ça fait 5 ans que vous la donnez, 5 ans que vous ne la tenez pas vraiment, qu'en février vous avez complètement laissé tomber. Du coup, ce coup-ci, vous allez vous fixer un objectif. Un objectif, c'est que vous vous inscrivez au semi-marathon de Paris en septembre prochain, et ça, vous allez vous inscrire avec des amis, vous en parlez autour de vous. Donc là, vous avez un objectif assez concret, et globalement, vous êtes un peu obligé de le tenir. Mais vous n'allez pas vous arrêter là, parce que si vous vous réveillez la veille du semi-marathon, si vous n'avez jamais couru plus de 3 km dans votre vie, il y a peu de chances que vous le fassiez. Du coup, vous allez assez naturellement décomposer cet objectif. Du coup, vous allez vous fixer des paliers de distance à atteindre, 5 km, 7 km, etc. Et vous n'allez pas non plus vous arrêter là, vous allez même vous rajouter un engagement de moyens, du coup, qui va être « je m'engage à courir 2 fois par semaine ». Et si je cours 2 fois par semaine, je vais atteindre petit à petit mes paliers, et du coup, je serai capable de tenir mon semi-marathon en septembre prochain. Sur la partie commerciale, c'est la même chose. Vous avez votre vision, à savoir passer une année sereine et confortable. Pour ça, vous allez vous fixer un objectif de chiffre d'affaires, à savoir 500 000 € par exemple à réaliser. Vous allez le décomposer. 500 000 €, ça veut dire 40 000 € par mois environ. Si votre panier moyen est de 20 000 €, ça veut dire 2 contrats par mois. Et vous allez réfléchir aux engagements de moyens qui sont associés. C'est-à-dire combien de propositions, combien de besoins, combien de rendez-vous il faut que je fasse pour atteindre cet objectif. Là, je vous propose une petite matrice qui aide justement à construire sa roadmap, à définir sa vision, qui reprend les éléments qu'on vient de voir. Donc vous allez partir de votre objectif annuel, vos 500 000 € de chiffre d'affaires. De là, vous allez
les décomposer, ce qu'on appelle la décomposition théorique, à savoir 500 000 euros, ça veut dire 2 contrats par mois si mon contrat est en moyenne à 20 000 euros. Et c'est là où vous allez ensuite remonter votre funnel de vente. Pour avoir de contrats, combien il faut de propositions. Pour avoir 4 propositions, il faut que j'identifie combien de besoins. Pour avoir 6 besoins, il faut que j'ai eu combien de rendez-vous. Et du coup, vous allez définir un rythme de 18 rendez-vous par mois, un rythme de X mails et calls par mois. Et plus vous remontez votre funnel, plus vous touchez des engagements de moyens, plus vous êtes à la fin du funnel, plus on parle d'objectifs. Et pour conclure cette roadmap, vous allez pouvoir en plus réfléchir à quels sont les terrains de jeu, les cibles sur lesquels vous allez essayer de poser vos rendez-vous. Il y a à la fois évidemment l'upsell, la réactivation de clients existants, et bien sûr aussi l'acquisition, la chasse, avec du coup des secteurs d'activité. Vous allez vous dire que cette année, les banques, l'assurance, les télécoms sont des secteurs et des domaines qui vont m'intéresser en priorité pour dérouler mon activité. Et concrètement, à quoi va servir ma roadmap? Elle va m'aider du coup à fixer ça va être un chemin de référence. On ne cherche pas l'exact là-dessus, et bien évidemment, vous allez signer exactement 2 contrats à 20 000 euros par mois. Par contre, c'est vraiment un cap, un chemin de référence auquel vous allez pouvoir justement vous référer en cours d'année. Le deuxième point, c'est que ça va servir de valider une adéquation entre les engagements de moyens et les objectifs. Typiquement, si votre objectif est déjà de signer un contrat par mois, c'est déjà une bonne chose. Ça ne sert à rien d'envoyer 2000 mails en début de mois. Il y a une inadéquation entre le volume initial et l'objectif final. Et enfin, c'est un très bon outil de management de vos équipes commerciales. Ça va vous permettre de donner des objectifs très concrets, très factuels, comme un nombre de rendez-vous. Et plus vous avez défini votre roadmap, plus vous serez capable de comprendre à quel moment ça fonctionne bien ou à quel moment, au contraire, il y a un problème dans votre funnel de vente. Et une petite remarque, vous avez vu, cette roadmap repose sur pas mal de KPI qu'au démarrage d'une startup, vous n'avez pas forcément. C'est pas grave, partez sur des hypothèses et itérez-la régulièrement sur la première année jusqu'à avoir quelque chose d'un peu plus solide. Donc voilà, on a vu comment construire son offre, quelles étaient les étapes, les briques clés pour construire son offre. On a vu comment poser une vision et comment se définir des engagements de moyens. Une fois que vous avez posé ces 2 éléments, vous allez pouvoir rentrer dans l'exécution de votre stratégie commerciale. Concernant l'exécution, pour moi, il y a un élément qui est clé à avoir en tête. Dans notre vente B2B à panier moyen élevé, à vendre des contrats à plus de 10 000 euros, un des enjeux clés, c'est d'arriver à créer de la relation avec vos prospects et avec vos clients. Pour moi, c'est l'un des objectifs les plus importants, c'est vous connecter, créer de la relation, d'où l'importance du one-to-one, du rendez-vous physique, plus que juste du téléphone, du mail ou autre. L'exécution va se dérouler en 3 étapes clés, le ciblage, la qualification et la transformation. Si on part sur la partie ciblage, donc là on parle vraiment d'identification des leads, des cibles que vous allez voir contacter. On l'a vu, jusqu'ici on va être dans une logique de qualité plutôt que de quantité. Donc il va y avoir un vrai enjeu d'arriver à bien cibler. C'est si je me donne une centaine de cibles prioritaires ce mois-ci, vaut mieux que je ne me trompe pas sur mes 100 cibles parce que sinon je ne vais pas être très efficace derrière. Donc il y a un enjeu de ciblage qui est assez clair. Et là-dessus, pour moi, il y a 3 critères que j'ai en tête quand je déroule ce ciblage. Le premier, alors il est assez évident, c'est l'intérêt de la société pour votre offre, mais plus que ça, ça va être quelles sont les sociétés qui ont l'intérêt le plus fort pour votre offre. Quelles sont celles pour lesquelles votre solution va être un réel must-have et non pas juste un nice-to-have. Et plus vous allez les identifier, plus vous allez avoir des gens pour qui vous êtes clé, plus ça va vous aider dans votre processus commercial. Le deuxième point, c'est le potentiel que peut vous apporter cette société. Le potentiel, c'est à la fois un potentiel de chiffre d'affaires, c'est à la fois un potentiel de rapidité de processus de vente, et enfin, c'est un potentiel de visibilité. Et vous allez vous rendre compte que vous avez rarement les 3 d'un coup. Si on prend le cas d'un grand groupe, vous allez avoir potentiellement beaucoup de chiffre d'affaires, mais un processus de vente qui va être lent, à l'inverse d'une startup qui va vous rapporter un faible chiffre d'affaires pour un processus de vente qui peut durer quelques semaines. Du coup, à vous de panacher un peu votre ciblage pour avoir quelque chose d'équilibré. Et le dernier point, c'est rechercher toutes les accroches et tous les liens que vous avez avec vos cibles. Les liens, ça va être par exemple, je vous appelle parce que je travaille déjà avec telle entité de votre groupe. Je vous appelle sur les conseils de quelqu'un, de la part de quelqu'un. Je vous appelle parce qu'on s'est croisé à un événement. Et plus vous allez avoir de liens qui sont concrets, qui sont réels, plus vous allez démontrer à votre cible que vous êtes déjà un peu dans sa sphère, dans son univers, et plus ça va faciliter la prise de contact.
Une petite remarque sur ce ciblage, ce que je recommande, c'est que dès que vous vous mettez à attaquer des grands groupes, n'hésitez pas à avoir une vue par organigramme, ça peut être même fait à la main sur un Keynote, peu importe, qui va vous aider à positionner les grandes briques, les grandes entités, les business units, et vous montrer où est-ce que vous êtes présent et quelles sont toutes les entités sur lesquelles vous allez pouvoir rayonner par la suite. Le step numéro 2, c'est la prise de contact. Là, on rentre un peu dans le dur du sujet, c'est notre fameuse prospection. On va décrocher son téléphone, on va envoyer un premier mail. Pour moi, en termes de mindset, il y a un élément qui est très important à avoir en tête. Quand on est sur cette vente B2B, plutôt vente complexe, il faut vraiment passer d'une posture commerciale à une posture plutôt de conseiller. C'est-à-dire que dès votre premier coup de téléphone, dès votre premier mail, vous allez apporter de la valeur à la personne. Vous allez l'aider à réfléchir à ses enjeux, vous allez lui apporter un feedback sur ce qui se fait ailleurs, vous allez co-construire des choses avec elle. Il y a une vraie notion de valeur que vous allez apporter dès le démarrage. Vous n'êtes pas dans une logique de pied dans la porte pour vendre un produit à 50 euros. Et pour construire votre pitch, pour moi, il y a 3-4 phrases. Vous allez pouvoir vous servir de votre sales deck. Le sales deck est la version détaillée de votre argumentaire. Vous allez pouvoir en sortir, notamment en vous inspirant du why à ce stade, pour ne pas rentrer trop vite sur un pitch trop concret. Vous allez pouvoir utiliser votre why pour construire un pitch rapide et efficace. L'objectif de votre prise de contact, ça va être d'obtenir un rendez-vous de présentation, que ce soit une visio, que ce soit un rendez-vous physique, etc. Dans notre logique de créer de la relation, je recommande un maximum de rendez-vous physiques. Et là, l'objectif de ce rendez-vous va être de parfaitement qualifier, du coup, d'où cette phase de qualification, qualifier votre contact, à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses objectifs, quels sont ses enjeux cette année, qu'est-ce qu'on lui a demandé, sur quoi il va être payé concrètement cette année, etc. Et ce meeting, on touche du doigt la notion vraiment, pour moi, d'équilibrisme du métier commercial, à savoir qu'il va falloir parfaitement doser l'écoute et la conviction pendant ce rendez-vous-là. Écoute parce qu'il est fondamental de comprendre et de faire parler un maximum votre cible. Conviction parce que ça va quand même être important à un moment ou à un autre de parler de qui vous êtes, ce que vous faites et de vous présenter. Voilà un petit schéma, une trame de rendez-vous de prospection type qui réutilise la structure du sales deck tel qu'on l'a imaginé plus haut. Alors, en introduction et concrètement, moi ce que je recommande, c'est ne pas hésiter à systématiquement accepter un café, un verre d'eau, un thé, quoi que ce soit. C'est un petit icebreaker pour démarrer. Et ayez en tête aussi deux, trois petits éléments de ce qu'on appelle le short talk, deux, trois questions un peu bateau, pour éviter ce moment où vous vous regardez en chien de faïence pendant les 8 étages dans l'ascenseur avec votre prospect. Il y a une petite question sur les locaux, sur peu importe, mais juste briser la glace au démarrage. Ensuite, il y a un point qui est essentiel quand vous démarrez, c'est prenez la main sur le timing. Annoncez le planning, prenez la main, donc validez que votre client, votre interlocuteur a bien une demi-heure, une heure si c'était ce qui était prévu, et annoncez votre plan sur comment ça va se dérouler. Et ensuite, ce que je recommande, c'est que vous puissiez prendre la main pour vous présenter, mais là justement, vous allez vous présenter rapidement. C'est un peu ce qu'on se disait sur notre sales deck, c'est que vous allez juste donner votre why, votre how. Vous n'allez pas rentrer dans le détail de votre solution. Vous allez donner votre vision, votre ambition, et là vous allez demander à votre interlocuteur de se présenter lui aussi. S'il peut un peu expliquer son contexte, ce qu'il fait, ses enjeux. Et une fois qu'il se présente, vous allez pouvoir commencer à lui poser pas mal de questions. Nous, dans notre exemple, ça va être, mais alors du coup, comment est-ce que vous pourrez qualifier votre culture d'entreprise? Est-ce que vous avez déjà testé des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres moins bien? Quels sont les canaux sur lesquels vos collaborateurs vont être actifs, etc. Et donc, il y a vraiment cette phase du coup de ping-pong, ce qu'on appelle aussi la phase de découverte. Et au fil de cette phase, vous allez pouvoir distiller votre what et vos éléments de preuve au fil de l'eau. Et vous concluez par votre next step. Donc si vous avez votre fameux slide next, ça va vous aider à y penser, à bien vous arrêter sur cet élément-là. Le next step étant pour moi, il faut que vous définissiez une action, une date et des personnes associées. Donc évitez ce qu'on se disait à tout prix, le cas de figure de votre interlocuteur qui vous dit écoutez, c'est super intéressant ce que vous me dites, je vais en discuter en interne, on a un comité d'innovation dans un mois, je reviendrai vers vous. Là, c'est un peu une bouteille à la mer, vous ne savez pas trop à quel moment, comment insister, etc. Au contraire, fixer une date la plus light possible, ça va être, je me permettrai de vous rappeler du coup dans un mois, une semaine pour voir comment s'est passé le comité d'innovation. Et idéalement, ça peut être un deuxième rendez-vous pour avancer sur votre process commercial. À partir de là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le suivi. Ça, c'est un peu la partie, quelque part un peu la plus fastidieuse, c'est-à-dire que vous avez identifié des gens, vous avez pris contact, vous avez eu un premier rendez-vous, et là, il y a 3 scénarios qui vont se dessiner. Suite à ce rendez-vous, il va y avoir ce qu'on voit en clair au-dessus, les leads qualifiés avec du potentiel, ça on verra par la suite comment les embarquer dans notre transformation, mais il va y avoir tous les leads qu'on appelle des leads qualifiés mais en veille. Tous ceux qui vont vous dire écoutez, rappelez-moi dans 3 mois, dans 6 mois, vous sentez qu'ils ne sont pas chauds, ces gens-là, il va falloir les suivre.
Et alors, quelques-uns que je mets out, généralement, il y en a quand même assez peu, qu'on sort complètement de son process de vente. Il faut vraiment qu'on ait mal identifié au démarrage ou qu'il soit passé quelque chose pendant le rendez-vous de qualification. Mais du coup, on va avoir une masse de leads qualifiés qu'on appelle en veille, qu'il va falloir entretenir, puis en plus tous ceux qu'on n'a pas vraiment réussi à démarcher au démarrage. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lead nurturing. Donc en gros, ça va être comment je reste en contact avec ces gens-là. La recommandation que je suggère, c'est de ne jamais passer plus de 3 mois sans donner de nouvelles à un prospect. Et pour ça, l'une des solutions les plus simples, c'est d'avoir une newsletter trimestrielle qui raconte ce que vous faites, quels ont été vos derniers projets gagnés, par exemple. Et bien sûr, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez avoir du contenu plus précis, des livres blancs, etc. Et du coup, concernant tous les leads qualifiés avec potentiel, eux, c'est les gens avec qui vous avez senti qu'il pouvait y avoir une opportunité, et du coup, votre objectif va être de les embarquer dans votre process de closing. L'étape suivante, une fois que vous avez identifié ce potentiel, cette opportunité, ça va être de bien comprendre et bien qualifier leurs besoins. Et là, j'insiste là-dessus parce que au démarrage, on a tendance à récupérer les premiers besoins et du coup partir tête baissée sur les propositions. Faites attention, un besoin, ça se qualifie, tout comme on a qualifié son lead en amont. C'est très important de passer du temps à être sûr que ce soit un vrai besoin pour pas du coup dépenser trop d'énergie en avant-vente sur des sujets sur lesquels vous n'aurez jamais vraiment de retour. Et pour moi, du coup, ce que j'appellerais un vrai besoin, entre guillemets, c'est un besoin pour lequel vous êtes capable de répondre à ces 4 questions. Il faut qu'il y ait un objet qui soit clair et qui soit bien défini. Il faut qu'il y ait une date, idéalement, pour laquelle il va falloir le mettre en place. Il faut qu'il y ait un processus de validation chez votre client qui soit clair. Qui va prendre les décisions? Combien y a-t-il de personnes qui prennent les décisions? Et il faut qu'il y ait un budget, au moins une enveloppe budgétaire qui soit claire, en tout cas qui soit cohérente par rapport à ce que vous voulez faire. Si effectivement vous avez ces 4 éléments, vous êtes serein, vous savez que votre client va prendre une décision dans les semaines à venir. Ça sera vous, ça ne sera pas vous, mais au moins une décision sera prise. Plus il vous manque d'éléments, plus ça veut dire que votre besoin est flou et charge à vous du coup à le travailler et à avancer votre client pour mieux le qualifier. Une fois cette phase de besoin qualifié, vous rentrez sur la phase de proposition. Là, quelques petites remarques rapides. Premier point, pensez à avoir un template de proposition qui soit détaillé et qui donne envie. Évitez le devis à 4. Dites-vous que la proposition, c'est un peu le dernier point de contact que vous avez avec votre client avant la signature. Il faut qu'il en ait pour son argent. Si votre proposition est à plus de 20 000 euros, ayez quelque chose qui rappelle un peu qui vous aide, votre méthodologie, etc. etc. Adaptez-la effectivement en fonction de la qualification des besoins. Si votre besoin est light, faites une proposition light, en tout cas n'y passez pas trop de temps. Et n'hésitez pas à avoir des propositions à tiroir, à savoir vous avez votre cœur de solution à 15 000 euros, mais vous pouvez rajouter des options qui peuvent l'emmener à 25 000 euros par exemple. Et pensez que cette proposition, elle va circuler. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens que vous n'avez jamais rencontrés qui peuvent l'avoir, un boss, le service à côté, etc. Donc faites en sorte qu'elle soit autoporteuse. N'hésitez pas à rappeler par exemple en premier slide qui vous êtes avant de dérouler le contenu de votre proposition et le devis bien sûr à la fin. Une fois que vous avez passé cette phase proposition, vous rentrez dans la négociation. Là, pareil, 2-3 petits tips à avoir en tête. Affichez systématiquement vos remises. C'est fondamental que votre client connaisse le prix original de votre solution. Parce que s'il fait rappel à vous une deuxième fois, qu'il connaisse le prix réel. S'il en parle autour de lui, qu'il le connaisse également. Ayez aussi le réflexe d'essayer d'ouvrir votre négociation à d'autres éléments que juste le prix. Ça peut être des délais, mais ça peut être aussi des conditions de paiement, par exemple. C'est des choses qui peuvent être importantes pour vous, jeunes sociétés, qui sont moins vitales pour un grand groupe, donc n'hésitez pas à faire en sorte qu'elles soient le plus favorables pour vous. Et dernier point de cette transformation, pour moi la vente, elle se termine le jour où l'argent est sur votre compte bancaire, et du coup les gens qui gèrent ça, c'est le service comptabilité ou le service fournisseur. Faites en sorte d'avoir de bonnes relations avec ces gens-là. C'est fondamental parce qu'il y a peut-être un jour où vous allez avoir besoin d'un coup de main de leur part. Vous avez l'URSSAF qui vous demande 60 000 euros de régulation. Vous avez une facture de 40 000 euros qui est en attente chez un grand compte. Si vous avez une bonne relation avec le service fournisseur et que vous leur passez un coup de téléphone pour leur demander un coup de main, ça sera beaucoup plus facile que si c'est la première fois que vous les appelez pour les engueuler parce que la facture est en retard. Donc voilà, pensez à ces gens-là, ils peuvent vous servir un jour ou l'autre, notamment vis-à-vis de votre trésorerie. Du coup, voilà, un overview de notre exécution sur comment dérouler son processus de vente. On a bien notre ciblage, on va construire notre base de lead, on va avoir des organigrammes quand on parle de grands comptes, on va utiliser principalement LinkedIn, quelques plugins qui vont essayer de trouver les mails. On a ensuite la prise de contact, on a son pitch, on a éventuellement un mail tracker pour suivre ses campagnes de prospection. On a ensuite la présentation, son sales deck, une trame de rendez-vous type un peu en tête. Le suivi, on a ses campagnes de lead mentoring, par exemple ses newsletters trimestriels. Besoin, proposition, on a une trame de proposition type et négociation.
Et on en arrive à la dernière brique, à savoir le pilotage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en tout cas ça va être important de suivre en temps réel et de mesurer finalement toute notre exécution. Si on, si on regarde du coup notre processus, on se rend compte qu'il y a pour moi deux éléments un peu différents, c'est-à-dire que quand on parle de ciblage et de qualification, on va parler de contact, on va parler de personne. On identifie une personne au sein d'une société, on va qualifier cette personne. À partir du moment où on passe à la transformation, on va parler d'une opportunité. Et une personne peut générer plusieurs opportunités, une opportunité peut être associée à plusieurs personnes. Donc voilà, c'est bien deux éléments bien distincts, et du coup on va avoir des outils différents pour les suivre. Le premier outil, ça va être effectivement une base de contact, et dans cette base de contact, pour moi, on va retrouver tous ces contacts. C'est un peu la bible de votre entreprise, c'est votre trésor de guerre commercial, et finalement sur cette base, type, alors là c'est un exemple Excel, mais en vrai, c'est des bases de données qui vont être embarquées dans des CRM, c'était plus simple de le visualiser comme ça. Vous allez retrouver sur cette base à la fois tous les prospects que vous allez pouvoir contacter, tous les gens qui sont qualifiés en cours de qualification, tous vos clients actifs, voire vos anciens clients. C'est là où vous avez toute la matière et tout l'historique commercial de ce que vous avez fait. Ensuite, en parallèle de ça, à partir du moment où vous identifiez une opportunité, du coup à partir du moment où on va rentrer dans notre phase de transformation, là, ça va être pertinent d'avoir un deuxième outil qui va être le pipeline commercial. Le pipeline commercial, aujourd'hui, il est proposé dans quasiment tous les CRM que vous pouvez trouver. C'est finalement un zoom sur les opportunités, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est ça qui va vous amener votre chiffre d'affaires, et l'objectif est d'être sûr de ne rater aucune étape pour passer d'une opportunité identifiée à un contrat signé. Et là, vous allez avoir une vue de pipeline qui du coup est structurée par étapes un peu clés de la transformation de son opportunité. Donc j'ai identifié mon opportunité, j'ai qualifié mon besoin, j'ai fait ma proposition, je suis en négociation et je l'ai gagné. Et cette vue-là va de façon assez visuelle et schématique vous permettre d'être sûr de bien traquer et tracer toutes vos opportunités. Le troisième point que je recommande, la troisième brique que je recommande, ça va être un suivi calendaire. Le pipeline vous donne une vue à l'instant T de toutes vos opportunités. C'est bien de compléter avec, alors ça c'est un exemple Excel, mais en vrai ça peut se faire de plein de façons différentes, de compléter votre suivi avec une vue calendaire, à savoir tous les mois combien j'ai envoyé de propositions par exemple, combien j'ai signé de contrats et quel était mon objectif de signature de contrat. Et ça va être intéressant si vous avez un cycle de vente de 2 mois par exemple, vous savez que si vous avez un pic de propositions à un mois donné, 2 mois après, vous espérez avoir un pic de chiffre d'affaires. Inversement, si vous avez un trou de propositions, ça risque de vous amener une baisse de chiffre d'affaires et à vous à réorganiser ça pour l'éviter au maximum. Le tout dernier point, et je conclurai ma présentation par ça, c'est le fait de faire un bilan commercial, à mon sens au moins annuel, voire semestriel, c'est-à-dire vous poser une à deux fois par an, une demi-journée, une journée sur analyser les ventes que vous avez réalisées. Concrètement, qu'est-ce que vous avez vendu, comment se répartit votre portefeuille client, combien d'énergie vous prennent vos petits clients, combien de chiffre d'affaires et quel pourcentage de vos plus gros clients, quel est votre panier moyen, quelles vont être vos différentes offres, etc. etc. D'avoir une vue un peu fine, un peu précise sur ce que vous avez fait, sur votre activité et vos réalisations. Donc voilà, en résumé, on a bien vu ces 4 briques qui vont vous aider à organiser votre démarche commerciale B2B, à savoir une histoire bien structurée, une roadmap et une vision qui vous donne votre chemin de référence, un processus d'exécution avec tous les petits éléments à préparer, en tout cas les templates, les outils à avoir sous le coude, et enfin des outils de pilotage qui vont vous permettre de garder une trace de votre historique, de gérer votre pipeline, d'avoir une vue calendaire. Et ces outils-là, vous allez les comparer à votre roadmap et vous assurer que vous avancez dans la bonne direction. Voilà pour la partie déroulée de ce webinaire. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie réponse des questions, en fonction des différentes questions que vous avez pu avoir. Avant ça, si ça vous intéresse, voilà mes coordonnées, surtout sur mon blog, vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments que nous avons vus ici, un certain nombre de templates que nous avons pu voir et dérouler ensemble. Et juste avant de répondre aux questions, n'hésitez pas à suivre du coup la chaîne Webikeo d'Orange Fab France pour les prochains webinaires. Le prochain étant prévu le 19 décembre à 15 h et il portera sur l'intelligence collective. Voilà, merci de votre écoute. Du coup, on va regarder maintenant les questions. Alors, on a 2 questions, ce qui fait que n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est le moment, profitez-en. Du coup, alors, combien de temps passer sur le ciblage? Pour moi, ça, alors forcément, ça dépend, mais je dirais qu'il faudra un minima sur un commercial, cette partie vraiment ciblage en avant-vente, il faudrait qu'il y ait au moins 3 heures par semaine, je pense, de vrais créneaux dédiés
sur lesquels vous allez réfléchir à la fois à est-ce que j'arrive à bien exploiter tous mes clients existants. Dans le ciblage, je vais faire rentrer par exemple, j'ai signé un deal avec une des entités d'Orange, et ben, je vais aller cibler toutes les autres entités d'Orange, tous les autres contacts qui me semblent pertinents. Et ensuite, bien sûr, cette partie acquisition. Et sur le ciblage, pareil, si vous démarrez, vous allez passer proportionnellement plus de temps au ciblage, 3 heures, ils être un peu court, ça va plutôt être 6 heures par semaine. Une fois que vous avez un volume d'affaires qui commence à tourner et que vous avez un petit peu plus d'historique, vous allez passer un peu moins de temps sur le ciblage. Deuxième question, préconisez-vous de donner votre relance à un call center? Alors, dans cette logique B2B qualitative, je ne le recommande pas. Après, c'est mon avis, il y a peut-être d'autres modes de fonctionnement qui marchent bien, mais dans cette logique où vous allez avoir une cinquantaine de prospects clés que vous allez travailler, on ne parle pas de volume énorme, et du coup, je préfère que ce soit vous qui fassiez de la relance et qui créez de la relation avec vos prospects clés, plutôt que le déléguer, parce que vous allez manquer de feedback sur les objections, sur ce qui fonctionne bien, sur pourquoi ils ne répondent pas, ou au contraire, pourquoi ils pourraient répondre. Donc je trouve ça en tout cas plus pertinent d'internaliser cette partie-là. Et effectivement, je rebondis sur la dernière question, call center intéressant pour prise de rendez-vous seulement, pourquoi pas, mais à nouveau pareil, tout dépend de votre volumétrie. Si on parle d'une volumétrie où il vous faut déjà une vingtaine de rendez-vous par mois, c'est bien, il n'y a pas forcément besoin d'énormément de volume, et il vaut mieux, en tout cas au démarrage, confrontez-vous à cette prise de rendez-vous pour sentir quelles vont être les premières objections, quels sont les enjeux, et une fois que ça roule, pourquoi pas l'industrialiser avec un call center, mais en tout cas, ayez ce knowledge en interne en le faisant. Alors, je déroule les questions un peu au fil de l'eau. Je vois comment déterminer son chiffre d'affaires. Alors, grande question, c'est assez large. Pour moi, il y a plusieurs options. Une des options, ça va être de dire, par exemple, combien on est dans l'équipe, combien on aimerait se générer comme salaire respectivement, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Genre, je viens de se dire qu'une personne, c'est bien qu'il y ait au moins 70 000 € de chiffre d'affaires par personne, de regarder combien il y a de personnes dans l'entreprise, et de se dire que ça peut être un seuil minimum. Ensuite, ça va dépendre de vos investissements que vous voulez allouer, etc. Ça va être assez large, il faut que son objectif soit réaliste mais ambitieux. Bref, il y a un équilibre à trouver là-dessus. Alors, je rebondis sur la question d'un modèle de semaine type sur l'organisation d'un commercial. Pour moi, il va y avoir, alors pareil, dans le commercial, je vais prendre un commercial qui gère l'intégralité du processus. Ensuite, vous pouvez avoir des équipes un peu plus ciblées, mais s'il gère l'intégralité, pour moi, il va y avoir un tiers vraiment sur la partie identification, ciblage et prospection, un peu initiale. Il va y avoir un tiers sur toute la partie avant-vente, donc tout son pipeline commercial. Il va y avoir un tiers sur toute la partie upsales, suivi des clients existants, s'assurer que tout fonctionne bien, etc. Voilà. Schématiquement, je le résumerai comme ça. Et ce qui va être important, c'est de se fixer des créneaux, notamment d'identification et de prospection. C'est ce qu'on a tendance à zapper le plus quand on est embarqué dans le fil de sa semaine. Du coup, ce que je recommande en termes de semaine type d'un commercial, c'est qu'il soit fixé au moins 3 ou 4 créneaux dédiés à j'identifie et dédiés à je fais de la prospection. Ensuite, le reste, ça va être de l'urgence, de la proposition à gérer, etc. Ça viendra s'inscrire et se construire un peu au fil de l'eau. Alors, les plugins pour trouver des mails sur LinkedIn, je mets un petit bémol parce que je crois que LinkedIn, depuis un mois ou deux, est en train de resserrer beaucoup les vannes là-dessus, mais il y a des plugins qui existent, type getmail.io, type Email Hunter, et il y en a pas mal qui se créent régulièrement. Puis après, il y a des solutions type Datananas qui vont vous permettre de construire des bases de données, notamment en utilisant LinkedIn. N'hésitez pas sur Google à taper Email Finder LinkedIn, et là vous verrez qu'il y a une liste assez conséquente d'options, avec voilà, ce bémol près que je crois que LinkedIn en ce moment est en train de sécuriser un peu plus ses accès, et du coup certains sont en train de devenir obsolètes ou sont moins efficaces. Je regarde maintenant la question de Céline. En général, est-ce que la phase de prospection, prise de contact est donnée à un commercial junior? Est-ce réellement la bonne approche si on veut se positionner en conseil? Pas forcément, effectivement. Cette phase de prospection, prise de contact, pour moi, plus on est dans de la vente conseil B2B un peu complexe, plus elle va nécessiter une forme d'intelligence commerciale dès le début. Attention, pas qu'un junior ne l'est pas, mais on ne va pas être sur un discours à apprendre par cœur et à dérouler qu'on pourrait donner à un stagiaire. On va être sur quelque chose où il va falloir écouter dès le démarrage l'avis du client, être capable de rebondir, de se positionner,
Donc quand on parle de start-up, moi j'ai tendance à recommander aux fondateurs, ou en tout cas à l'équipe initiale, de s'y confronter, d'être capable de le faire, quitte à le faire pendant 6 mois, pour être capable d'avoir bien compris quel était le discours qui était efficace, quels étaient les mots-clés qui fonctionnaient, quel était le positionnement, pour ensuite former des gens plus juniors pour le dérouler. Par contre, des profils juniors vont clairement vous aider sur l'identification, par exemple, pourquoi pas sur de l'envoi de mail, sur certaines relances. Voilà, il faut bien le doser, mais ne déléguez pas tout à des juniors, surtout quand vous démarrez et quand vous êtes sur un positionnement effectivement conseil. Alors, est-ce qu'il reste d'autres questions? N'hésitez pas si vous en avez d'autres qui arrivent au fil de l'eau. Merci en tout cas pour vos commentaires et vos retours. Je regarde où est-ce qu'on en est en timing. On en est à 40 minutes. Bon, bah, c'est pas mal, j'avais peur de durer un peu trop longtemps sur ma présentation, mais du coup ça a plutôt bien déroulé. Pourquoi commencer par l'offre plutôt que les visions? En réalité, ça se fait en parallèle. Généralement, votre offre va vous aider à dimensionner ce que vous voulez vendre, et à partir de là, ça va vous aider à définir quel pourrait être votre panier moyen, et du coup, combien de ventes vous devriez dérouler. Maintenant, ce processus-là, tel que je l'ai montré, c'est pour ça qu'à la fin, mon schéma e-book, en réalité, il est itératif. C'est-à-dire que ces 4 briques fonctionnent ensemble et vont s'auto-alimenter. Et quand on démarre, bon, bah, il faut forcément démarrer par un bout. Je recommande soit l'offre, soit la vision, mais assez vite, vous allez le faire reboucler et voir comment ça avance. Combien d'entreprises pour un bon ciblage? Ça correspond exactement à votre roadmap du coup. C'est de vous dire combien, en fait, il faut se poser la question à l'inverse, c'est-à-dire combien de contrats est-ce que vous voulez signer tous les mois. À partir de là, combien de propositions il faudra envoyer? Si votre taux de transformation est de 50% pour avoir 2 contrats, il faut 4 propositions. Combien du coup il faudra avoir de besoins identifiés? Combien du coup il faut de rendez-vous pour identifier ces, j'en sais rien, 6 besoins? Peut-être qu'il vous faut 18 rendez-vous pour 6 besoins. Si votre objectif, ça va être du coup 18 rendez-vous par mois, combien d'entreprises ciblées? Et là, ça va dépendre de vos taux de transformation, mais potentiellement, si vous avez une centaine de contacts qui semblent pertinents, ça paraît réaliste si vos accroches sont plutôt bien ficelées, que vous avez bien réfléchi à pourquoi les qualifier, pourquoi les identifier, d'arriver à avoir vos 18 rendez-vous. Du coup, voilà, à cette question, je vous conseille vraiment de repartir par le bout du processus et de remonter échelon par échelon. Et si au démarrage, vous ne connaissez pas bien vos taux de transformation, faites-le un peu avec des hypothèses et affinez-les régulièrement, tous les mois, vérifiez comment ça fonctionne. Alors, merci Anthony, bonne suite. Question de Hubert, quels sont les bons ratios closing rendez-vous? Pareil, ça va beaucoup dépendre. En fait, plus vous allez avoir un ciblage pertinent. Par exemple, si vous allez cibler le département voisin d'une entité d'Orange avec qui vous travaillez déjà, vous avez de fortes chances que votre closing soit élevé parce que les gens connaissent vos prix, potentiellement vous êtes déjà référencé chez les achats, vous avez des bonnes références à faire valoir, etc. A l'inverse, si vous voulez démarcher IBM que vous ne connaissez pas du tout, vous risquez d'avoir un ratio qui est plus faible. Donc, votre ratio va dépendre des liens que vous avez avec les gens en amont. Ce que je recommanderais au démarrage, c'est d'éviter des logiques qui soient trop orientées sur du volume et du coup avec des ratios trop faibles, et d'avoir plutôt des ratios où vous essayez de transformer, vous essayez d'avoir 50% de transformation de vos propositions et que des rendez-vous vers des propositions. Ça va dépendre d'à quel point votre solution est innovante, auquel cas vous allez rencontrer beaucoup de monde pour leur expliquer ce que vous voulez proposer pour avoir peu de besoins, ou au contraire à quel point vous êtes mainstream. Ça, c'est plus difficile à dire, c'est un peu du cas par cas. Et bah, très bien. Je ne sais pas si vous avez du coup d'autres questions. En tout cas, je pense qu'on s'approche de la fin du webinaire. Les slides, alors normalement, ils sont téléchargeables sur la plateforme. L'intégralité des slides que vous avez vus ici. Si ce n'est pas le cas, on refera un petit check dans la foulée. Et oui, je réponds à Acide, effectivement, le webinaire sera accessible en replay. Donc vous aurez accès à la fois à tous les slides et à tout ce qui s'est dit là pendant la demi-heure, les 45 minutes ensemble, en espérant que sur le replay, on retrouve un petit peu moins les coupures qu'on a pu avoir pendant le déroulé. Une version mobile. Ça, c'est un point à remonter à Webikeo, du coup. Je suis un peu moins responsable de ce sujet-là. Parfait. En tout cas,
Merci à tout le monde. N'hésitez pas également via la plateforme à pousser d'autres questions si jamais vous en avez. L'adresse de mon blog, elle est sur le slide juste précédent. Donc mon site, c'est bim-accelerator.com et vous retrouvez facilement le blog, à savoir blog.bim-accelerator.com. Et si vous tapez mon nom, normalement, il devrait ressortir facilement. Eh bien, merci à tout le monde, très bonne suite, et puis du coup, bon rendez-vous sur le prochain webinaire d'Orange, ça sera pas moi qui animerai le prochain, il sera dédié à l'intelligence collective en décembre. Très bonne fin de journée.